Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Je vous ai invité pour célébrer les 30 ans de la règle du jeu, la revue que vous dirigez, que vous avez fondée, 30 ans de vie intellectuelle française, avec un numéro spécial. Comment lisez-vous ? Vous avez posé un certain nombre de questions sur la lecture à différents personnages, différents intellectuels, artistes, Christine Angot, Emmanuel Carrère, Sofia Coppola, Arnaud Desplechin, Michel Houellebecq ou Emmanuel Macron. Mais alors, vous-même, vous n'avez pas répondu à ce questionnaire. Donc je me propose de combler cette lacune. La première question, Bernard-Henri Lévy, à quel moment de la journée, de la semaine ou de l'année lisez-vous le plus volontiers ? Si, enfin, j'y ai répondu dans le long essai qui précède le volume. Enfin, à quel moment ? Tout le temps. Tout le temps. Et comme en plus je suis un insomniaque incurable et que lire ne me fait pas dormir, souvent toute la nuit. Et les livres dont vous pouvez dire aujourd'hui qu'ils ont changé votre vie ? Les livres d'aventure, les livres qui mettent en scène des gens qui ont le sens de la grandeur ou de l'honneur, les livres de Malraux, les livres de Byron, ou bien des livres un peu sous-estimés aujourd'hui, les romans de Malaparte que j'ai lus assez tôt et dont je n'ai jamais compris qu'il n'est pas le statut de chef-d'œuvre incontestable qu'il devrait avoir, Caput ou La Peau, ont vraiment changé mon rapport à la vie. Mais alors, étonnamment, dans effectivement cette préface après Babel que vous donnez à ce numéro de La règle du jeu, Bernard-Henri Lévy, vous citez beaucoup plus Sartre que Malraux. Oui, parce que je suis sartrien. J'ai une admiration sans borne pour Sartre. Alors, il m'a moins fabriqué parce que j'ai lu Malraux plus jeune. J'ai lu Malraux à l'adolescence, à 16 ans, 17 ans. Mais le philosophe sur lequel j'ai le plus réfléchi, celui qui a réorienté ma conception du monde, celui que j'admire le plus, celui dont la vie et l'œuvre me semblent raconter les 100 dernières années avec le plus d'exemplarité, c'est Sartre. Mais pas le Sartre auquel on pense souvent. Moi, ce qui me passionne, c'est le Sartre qui veut être Stendhal ou rien. C'est le Sartre gidien. C'est le Sartre nietzschéen, antitotalitaire. Le Sartre qui est déchiré, bien sûr, entre des postures totalitaires qu'il a parfois eues. Et puis son vrai tempérament, qui est un tempérament solitaire, libertaire et suprêmement libre. Voilà. Donc ce Sartre-là me passionne. Et en plus, conceptuellement, spéculativement, c'est un si grand penseur. Il pense si haut et il pense si loin que je n'ai jamais su m'en passer. Mais c'est quand même étonnant parce que vous êtes obligé de distinguer parmi les Sartres, alors que vous auriez probablement moins à le faire avec Malraux, et puis alors encore moins avec Camus, même si peut-être spéculativement, Camus vous paraît moins attirant. Vous savez, Malraux, si, on peut distinguer aussi. Il y a Dieu sait que j'ai une tendresse filiale pour Malraux, mais il y a un Malraux auquel je préfère ne pas penser, le Malraux qui a choisi, qui au moment de la guerre d'Espagne, malgré son attitude héroïque, a quand même pris le parti des staliniens, a quand même décidé de fermer les yeux sur les massacres des poumistes et des anarchistes. Non, il y a peu d'écrivains, au fond, dont la vie et l'œuvre soient tout entière admirables. Mais encore une fois, vous savez, le Flaubert de Sartre, c'est un livre dans lequel je reviens inlassablement, la nausée. Je lis 3 pages de la nausée encore aujourd'hui pour la énième fois. Et je suis emporté hors de moi-même, hors de ma vie, hors des petitesses ambiantes, comme par très peu de livres. Voilà, il y a des livres qui sont des espèces de
pôle magnétique, d'aimants ou d'aimants à l'envers, aimants à l'envers qui chassent de vous la mauvaise part, les mauvaises pensées, ou d'aimants tout court qui attirent à vous des particules d'intelligence. Les livres de Sartre, c'est presque toujours comme ça. Et le théâtre de Sartre, et les grands textes politiques de Sartre, c'est vrai. Et le classique, ou les classiques dans lesquels vous n'avez jamais pu entrer, Bernard-Henri Lévy? Je le dis aussi, je crois, en un mot, mais les grands classiques dans lesquels je ne suis pas entré, c'est les grands Russes. Voilà, les grands Tolstoï, Dostoïevski, je ne les ai jamais vraiment lus. Mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être quelque chose. Vous savez, les livres vous choisissent autant que vous les choisissez. Hein. Il ne faut pas. Moi, en tout cas, je n'ai pas l'impression d'avoir passé ma vie devant une bibliothèque et d'élire des livres. Je crois que c'est souvent l'inverse. Les livres nous choisissent, les livres viennent vers nous, les livres nous torpillent parfois quand on les a lus. Ils nous construisent, ils nous détruisent, ils nous... voilà. Et il y a des livres que je ne sais pas comment vous dire, qui se refusent à moi. Je sais que, par exemple, Les démons de Dostoïevski, je suis souvent entré, et puis il y a toujours quelque chose, mais c'est les bizarreries de la vie. Il y a des scénarios très différents, mais j'ai en tête plusieurs moments de mon existence où j'ai failli lire Les Possédés, et où quelque chose l'a empêché. Une espèce de mauvais sort qui fait que ce livre-là n'a jamais réussi à aimanter mon désir. Et puis la dernière question que vous posez dans ce numéro de La règle du jeu, Bernard-Henri Lévy, c'est le mauvais livre. Qu'est-ce qu'un mauvais livre selon vous? Un mauvais livre, c'est un livre qui n'ajoute ni à la connaissance que l'on a de l'humain, ni à la langue dans laquelle il a été écrit, ni à la langue universelle, et qui néanmoins exerce un effet d'envoûtement sur vous. Voilà, c'est ça techniquement un mauvais livre. Et moi, il y a des mauvais livres que j'ai lus et que je continue de lire. Des romans policiers, des romans d'espionnage, les SAS de Gérard de Villiers que je lisais à peu près régulièrement du vivant de leur auteur. Voilà. Donc je sais qu'ils n'ajoutent rien à leur langue, qu'ils ne sont pas une langue minoritaire dans le français qui invente, qui fraye un chemin, etc., dont je sais que les types humains qu'ils proposent sont des types misérables et qui ne grandissent pas l'idée que je peux me faire de moi-même. Mais il y a quelque chose qui attire vers ces livres-là. 30 ans que vous avez créé La règle du jeu, pourquoi vouliez-vous créer une revue, Bernard-Henri Lévy? Je voulais créer une revue. À l'époque, j'avais une vision assez idéologique et assez systématique du monde. C'est-à-dire que je pensais que il y avait un point à partir duquel on pouvait voir ensemble mes choix politiques ou ceux de quiconque, donc ces choix politiques, ces choix philosophiques, ces choix esthétiques, et comment il y avait une sorte de congruence entre tout ça. Premier pari. Et deuxième pari, je pensais que plusieurs écrivains pouvaient se mettre ensemble et percevoir la même cohérence entre les pans différents de la pensée et de la vie. Donc, c'est pour exprimer ça. Je pensais qu'il n'y avait aucun endroit qui permettait à Suzanne Sontag, Carlos Fuentes, Salman Rushdie, Amos Oz et moi-même, et d'autres, de dire ensemble ce qu'ils avaient en commun et ce qui, dans ce qu'ils avaient en commun, leur permettait d'entrer du même pas dans les livres, dans la pensée, dans la philosophie. Donc c'était ça le rêve de toute revue. Hein. C'est comme ça que les grands ancêtres ont fondé leur revue, et c'est comme ça que j'ai fondé La règle du jeu. Alors, entre-temps, il s'est passé deux choses. La première, c'est que la plupart de ceux que j'ai mentionnés là sont morts. Et quand vous regardez l'ours de la revue,
C'est vrai que c'est un cimetière, et je pourrais en citer d'autres, Georges Semprin, Thaddeus Cantor, qui font partie des fondateurs de la règle du jeu, que nous avions rassemblés à l'époque avec Guy Scarpetta, Jean-Paul Antoven, et qui sont morts. Et puis la deuxième chose qui a changé, c'est que je suis moins systématique aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas forcément l'esthétique de sa politique, qu'on n'a pas forcément la politique de son éthique, et que je pouvais être d'accord avec Suzanne Sontag à l'époque, quand on a fondé la règle du jeu, sur la montée criminelle des nationalismes et la Sarajevo et la Bosnie, et puis ne pas être d'accord peut-être sur d'autres choses. Voilà. Donc je suis devenu d'une certaine manière plus sage, et plus mélancolique, parce que ce cimetière sur papier qu'est le comité éditorial de la règle du jeu. Mais ils sont tous là religieusement. Alors parfois, il m'arrive de penser que les morts, comme dans la vie, seront un jour sur cette page de garde de la revue plus nombreux que les vivants. C'est ainsi. Alors il y avait en tout cas dans le numéro 1 de la règle du jeu un philosophe qui était déjà mort, vous en avez publié un inédit, il s'appelait Alexandre Kojève. On va écouter sa voix, c'est une archive très rare, elle est difficile à entendre, mais elle donne une idée aussi de ce qu'était Kojève, et tout de suite après vous allez nous le présenter, Bernard-Henri Lévy. Le deuxième principe est celui du tiers exclu. Celui-là, il dit que certes, on peut dire de quelque chose que c'est A et que c'est non A, toujours. Mais aussi, c'est tout ce que vous pouvez dire. Vous ne pouvez rien dire d'autre. Si une chose n'est ni A ni non A, qu'est-ce qu'elle est? Elle est ineffable. Eh bien, pendant des années, j'ai cru découvrir une preuve logique de l'existence de Dieu. Et j'étais très embêté, parce qu'enfin, quand même, pendant 2000 ans, on a essayé d'en trouver, on a toujours échoué, c'est vraiment merveilleux, vous comprenez, si je réussis. Donc, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Eh bien, j'ai trouvé. Mais je vous assure, ça m'a pris 5 ou 6 ans. C'est que c'est faux. On peut parfaitement, dans le discours... Pourquoi une preuve de l'existence de Dieu? N'est-ce pas? C'est évident. Si vous dites A et non A, et vous pouvez dire A et non A, et rien d'autre, donc, il y a une limite dans le discours, du moins humain. Enfin, avouez que déduire l'existence de Dieu d'un principe découvert par un païen, c'est fâcheux. Alors, bon, heureusement, c'est faux. On ne peut rien en déduire. Un extrait de la voix d'Alexandre Kojève, son accent, son phrasé. Présentez-le nous, Bernard-Henri Lévy. Bravo d'abord pour l'avoir retrouvé. On trouve tout, vous savez, dans les archives de France Culture. Oui, mais elle est très rare. Je la connaissais, mais elle est très rare. Présenter, commenter ce qu'on vient d'entendre. Un Russe émigré en France, la voix. 2, une autorité incomparable. Ce phrasé pré-lacanien. Il y a quelque chose d'ailleurs de Kojève dont Lacan s'est probablement inspiré dans sa jeunesse parce qu'il l'a infiniment admiré. Kojève était le maître de Lacan et de quelques autres. On l'appelle souvent le maître des maîtres. Ses cours sur la phénoménologie de l'esprit, son commentaire ligne à ligne, presque talmudique de la phénoménologie de l'esprit de Hegel, était une sorte de messe à laquelle assistaient religieusement, avant la guerre, Lacan, Sartre, Bataille, Léris, Caillois, tout ce que l'intelligentsia de l'époque pouvait compter. Personnage éminemment mystérieux. Est-ce que c'est un philosophe? Sûrement, grand philosophe. Est-ce que c'est un conspirateur? En tout cas, il aimait le donner à penser. Et puis c'est quelqu'un, et moi c'est ce qui m'a fasciné, et c'est ce qui nous a fasciné à la règle du jeu quand nous avons créé cette revue, c'est que c'est le philosophe qui a pris au sérieux la thèse de Hegel que l'histoire est finie. Parce que histoire finie veut dire philosophie finie, et philosophie finie veut dire on se met au travail et on applique la philosophie, on change le monde. Et c'est l'exemple de quelqu'un, c'est un Rimbaud philosophe, Rimbaud qui arrête d'écrire de la poésie et qui va acheter de l'ivoire ou vendre des armes. Lui, il arrête de faire de la philosophie après la guerre, parce qu'elle est terminée.
et il se met à faire le haut fonctionnaire à la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier. Il fait des rapports peut-être avec des gens comme Raymond Barre, bref. Il fait une espèce il met en œuvre la raison réalisée. Voilà. Et cette espèce de harakiri de la philosophie, cette façon de penser que la philosophie est réalisée et qu'il est temps de la mettre en pratique, ça faisait partie des rêves que ma jeunesse avait, ou qui hantaient ma jeunesse révolutionnaire, et ça fait partie des choses qui m'ont fasciné jusqu'à la création, il y a 30 ans, de la règle du jeu. Mais il est là d'ailleurs, dans la règle du jeu, elle a 30 ans, 31 ans maintenant, et pour ceux qui la connaissent, qui ont les numéros, ils verront que l'ombre de Kojève, elle est là à peu près tout le temps. Bon, alors il faut dire aussi qu'en 90, ça récapitulait la question de l'histoire, une question qui vous a obsédé avec la fin de l'histoire ou la possibilité d'intervenir sur l'histoire, de faire changer le cours des choses. La question de savoir également si une forme de société avait triomphé sur toutes les autres. Et tout cela se passait en 90. La suite a été légèrement différente. Bernard-Henri Lévy. La suite n'a pas été différente, non, parce qu'en 90, justement, nous disions que Kojève s'était trompé et que l'histoire n'était pas terminée. Nous disions que la grosse machine et le gros animal étaient en train de se remettre en mouvement. Nous disions que les populismes et les nationalismes allaient être la loi des décennies qui venaient. J'écrivais très peu de temps après, avec des fragments dans la règle du jeu, La pureté dangereuse, qui était un livre sur l'islamisme radical. Donc non. Ça, on le trouve, par exemple, dans le numéro 2 de la règle du jeu, où effectivement, vous questionniez sur la nature de l'islam et de l'islamisme, avec Christian Jambet qui signait Les richesses éthiques de l'islam, et puis également un papier de Sami Nahir sur l'islam en temps de détresse. Absolument. Ça, dès cette année-là, je ne savais pas que c'était 92, mais c'est dans ces eaux-là. En 90. En 90, voilà. La règle du jeu a été, je crois, un des lieux où c'est dit que la grande affaire de nos générations, c'était la bataille idéologique entre l'islam des Lumières et l'islam terroriste. Voilà. Que entre les héritiers de la philosophie éclairée ou du commandant Massoud d'un côté, et puis de l'islam rigoriste et taliban de l'autre, que cette bataille-là, cette lutte à mort, elle allait être notre régime et nous allions vivre sous son empire. On a dit ça dès le début des années 90 et hélas, admettez que l'on y est encore. Mais ça a été une grande histoire de la règle du jeu, oui, une grande affaire. Et on a essayé de la penser, mais tout ça est les numéros, ils sont difficiles à se procurer, mais tout ça est sur le site de la règle du jeu, toute cette archive. On a essayé de penser cela avec autant de finesse qu'on l'a pu. Et le texte de Christian Jambet auquel vous pensez, que vous citiez, mon vieux camarade de l'époque des nouveaux philosophes, l'auteur de L'Ange avec Guy Lardreau, est tout à fait exemplaire de cette volonté-là de penser à fond cette question de l'islam et pas dans les stéréotypes politiciens de l'époque. On va continuer de feuilleter les numéros de la règle du jeu, celui qui porte donc sur le 30e anniversaire. Comment lisez-vous est aujourd'hui disponible. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Enfin, il n'est plus disponible, il est épuisé, mais enfin, il arrive dans quelques jours. En tout cas, il existe. Il réarrive, à côté de nous. Il réarrive, oui. Il est 8h sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous retrouvons notre invité Bernard-Henri Lévy. Vous êtes le directeur et le fondateur de la règle du jeu. La règle du jeu fête célèbre ses 30 ans avec un numéro spécial. Comment lisez-vous? Une question posée à de nombreux intellectuels, artistes, hommes politiques aussi. Et précisément, quel regard portez-vous, Bernard-Henri Lévy, sur la campagne présidentielle? Oh, écoutez, je crois qu'elle n'a pas encore vraiment démarré. Enfin, j'espère en tout cas qu'elle n'a pas démarré, parce que si on en est à des questions de cravate, et si, comme on vient de l'entendre, et si on en est aux échanges de noms d'oiseaux que l'on entend ici ou là, c'est assez navrant, pour l'instant.
Mais il y a eu en tout cas un certain nombre de polémiques, de questions. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de vous faire écouter un extrait, toujours dans les archives de France Culture, un extrait de la première déclaration de Philippe Pétain lors de son procès. C'est un podcast qu'on peut retrouver sur le site, bien entendu, de France Culture, car ce procès, il existe sous forme d'un feuilleton en 15 épisodes reconstituant donc le procès Pétain. Il a été réalisé par Étienne Vallès et diffusé pour la première fois en 2010. On l'écoute. C'est le peuple français qui, par ses représentants réunis en Assemblée nationale, le 10 juillet 1940, m'a confié le pouvoir. C'est à lui que je suis venu rendre des comptes. La haute cour, telle qu'elle est constituée, ne représente pas le peuple français. Et c'est à lui seul que s'adresse le maréchal de France, chef de l'État. Je ne ferai pas d'autres déclarations. Un extrait donc de ce procès de Pétain reconstitué par France Culture. Si je vous le fais entendre, Bernard-Henri Lévy, c'est notamment parce qu'en 1981, soit 9 ans avant la création de la règle du jeu, vous avez fait paraître un livre qui a suscité une énorme polémique en France, L'idéologie française. Un livre où vous évoquiez la France comme laboratoire du fascisme, avec notamment une école des cadres, l'école d'Uriage, dont étaient sortis un certain nombre de personnages importants après la libération, bien sûr, et je ne sais pas pourquoi, mais il semblerait qu'il y ait une actualité de l'idéologie française. Absolument. Je pense toujours que la France a été le laboratoire du fascisme, je n'ai pas changé d'avis. 2, la voix de Pétain que je viens d'entendre, 40 ans après l'idéologie française et 65 ans après, me glace toujours. Cette voix me terrifie. Je ne la vois pas comme une curiosité, je la sens encore comme une menace. Et je la sens comme une menace parce que l'idéologie française est en effet de retour. Qu'est-ce que je vous dise ? J'entendais hier Marine Le Pen, experte en la matière, disant qu'il y avait d'anciens nazis ou des nazis chez Zemmour. Elle-même, Marine Le Pen, va chercher son argent chez Poutine, enfin chez Orban, le lendemain du jour où il rencontre Poutine. Vous avez à l'extrême gauche, du côté de Jean-Luc Mélenchon, des accents souverainistes et des accents de soumission à des ordres autoritaires qui, eux aussi, me rappellent le cauchemar glacé et sinistre dont on vient de parler. Le souverainisme peut être démocratique. Le souverainisme, non, il peut pas, le souverainisme n'est pas démocratique parce que le souverainisme, ça veut dire que les mêmes lois, les mêmes droits des femmes et les mêmes droits de l'homme ne valent pas au-delà des frontières. C'est ça que ça veut dire le souverainisme. Ça veut dire que ce qui est souverain, c'est une identité nationale. Moi, je ne suis pas souverainiste, c'est-à-dire je crois qu'il y a des droits, les droits des femmes, les droits des hommes, qui excèdent la souveraineté des États et la souveraineté des nations. Donc, il y a là un climat, on n'entre pas dans la présidentielle, mais en général, il y a dans la France d'aujourd'hui un climat que je trouve malsain, nauséabond, inquiétant. Et franchement, si je continue 30 ans après à faire la règle du jeu, et on l'a fait notamment sur le net, tous les jours, c'est un quotidien la règle du jeu, c'est pour ça. C'est pour résister, pour faire entendre une autre voix. Alors, on n'est pas les seuls, grâce au ciel, mais enfin, pour faire entendre une autre voix que ça. En 1981, la polémique sur l'idéologie française, elle portait notamment, Bernard-Henri Lévy, sur le fait que les choses, disait-on, à Vichy avaient été
plus compliqué que cela. Et il n'y avait pas le noir et le blanc, il y avait le gris aussi. On parlait de Malraux tout à l'heure. Malraux était ami avec Drieux. Malraux ne s'est pas précipité immédiatement dans la résistance. Est-ce que, justement, il n'y avait pas un prisme trop manichéen qu'il faudrait relativiser aujourd'hui ? Non. Il y a deux choses qu'il faut dire. Vous savez, il y a les vertus et les idées. Que tout le monde n'ait pas été absolument vertueux, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens plus ou moins courageux, qu'il y a des gens qui soient engagés un peu plus tôt que d'autres dans la résistance, c'est vrai. Malraux a été un héros un peu tard. Sartre s'est engagé peut-être dans la résistance, contrairement à ce qu'on dit souvent, sous la botte, socialisme et liberté, sûrement pas avec autant de courage que Jean Moulin. Mais enfin, après il y a les idées. Les deux que je viens de citer, Malraux, Sartre, vous pouvez chercher, il n'y a pas un mot de complaisance avec l'idéologie pétainiste. Et ça, c'est très important. Il y a des intellectuels en France, il y a des citoyens, il y a des responsables chez qui vous ne trouverez pas un gramme de cette saloperie-là. Donc, je ne sais pas si ça veut dire qu'il y a du noir ou du blanc, mais ça veut dire qu'il y a des femmes et des hommes qui n'ont pas trempé. Moi, j'étais l'ami de Lucie Aubrac, par exemple, quand j'étais jeune homme. Lucie Aubrac, cette grande héroïne de la résistance, la femme de Raymond Aubrac, qui l'a aidé, qui a organisé son évasion de la prison, je crois, de Montluc. Eh bien, chaque fois que je rencontrais Lucie Aubrac, quand j'étais jeune homme, c'était comme un bain de rigueur, d'intelligence, de courage. Voilà une femme qui n'avait jamais trempé dans cette espèce de marécage qui continue d'exister aujourd'hui, où nous continuons de barboter, plus ou moins, les uns ou les autres. Donc, il y a des gens qui ne trempent pas là-dedans. L'autre critique adressée à Bernard-Henri Lévy consistait à dire « cet homme, c'est l'anti-France ». Écoutez, oui, moi, je sais qu'on dit cela, mais je ne comprends même pas. Moi, j'ai passé ma vie à célébrer la France, mais pas n'importe laquelle. Pas la France chevrotante, pas le cauchemar sinistre et glacé de la voix que vous avez, l'archive que vous avez donné à entendre. Moi, la France que je respecte, c'est la France libre. C'est la France des jeunes gens qui, comme mon père, s'engagent pour l'Espagne républicaine. C'est la France du 18 juin ou du 16 juin. Charles Tillon, le communiste, 2 jours avant Charles de Gaulle, qui, contre toute raison, alors que le monde entier dit qu'il n'y a aucune chance, dit qu'il faut entrer en résistance. C'est ça la France. Et l'anti-France, c'est l'inverse. C'est ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, jettent à la poubelle les valeurs qui font la singularité, la grandeur de notre pays. Mais est-ce que numériquement, ça n'est pas justement une fiction ? Alors, fiction peut-être importante, symboliquement, et la France qui a résisté, évidemment, cela compte. Mais ce que vous montriez dans l'idéologie française, c'est que finalement, une partie des cadres de l'après-guerre avaient été aussi des cadres, en tout cas pour partie formés à Vichy, Bernard-Henri Lévy. Oui, ce que je montrais à l'époque, et c'est une des raisons pour lesquelles l'idéologie française avait été lynchée. Je me souviens des pétitions qui circulaient dans Paris, qui étaient parties à l'époque de la revue Esprit et qui appelaient quasiment à mon interdiction professionnelle. Vous n'épargniez pas la revue Esprit, Mounier. Revue Esprit, à l'époque c'était Jean-Marie Domnac, il me semble, puis Thibault, qui avait dû dire quelque chose comme « Quand j'entends le nom de Bernard-Henri Lévy, je sors mon revolver », propos rapportés dans son journal par Marcelin Plénet. Bref, il y a eu tout ça, je le sais bien. Pourquoi ? Parce que je disais en effet la chose suivante. Je disais que dans ces années qui durent, qui ne sont pas arrêtées en 1945, qui duraient jusqu'à l'époque, et en fait je ne l'imaginais pas jusqu'à aujourd'hui, il y a 3 choses. Il y a la France des collabos, il y a la France des résistants, peu nombreux, mais qui ont fini par gagner. Et puis il y a une espèce de France intermédiaire, celle en effet par exemple de l'école d'Uriage, celle de ceux qui avaient pris leur parti du malaise de la démocratie, de la mort de la République, de l'acte de décès du libéralisme, de la nécessité d'inventer quelque chose qui devait ressembler au fascisme, mais qui ne l'était pas tout à fait. Voilà, cette grosse masse-là de gens qui étaient plus démocrates,
qui n'étaient pas nazis, mais qui pensaient qu'il fallait inventer quelque chose qui soit contemporain du fascisme et du nazisme, c'était ma vraie cible à l'époque. Et vous savez, c'est toujours ma vraie cible aujourd'hui. Bernard-Henri Lévy, le fait qu'aujourd'hui, l'une des personnes qui défendent pour partie, je ne sais pas comment le dire, le rôle de Pétain, ce soit Éric Zemmour, un juif, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'accable. Je l'ai dit tout de suite dans une chronique du Point qui s'appelait « Ce que Zemmour fait au nom juif ». Qu'est-ce qu'il fait au nom NOM juif ? C'est accablant parce que il tourne le dos au cœur de la pensée juive, du message dont elle est porteuse, de l'humanisme dont elle est riche. Donc il y a là une espèce de grimace de l'histoire qui m'a tout de suite paru un des très mauvais signes du temps. Mais justement, comment expliquer le fait que, je ne sais pas si, par exemple, ce que dit Marine Le Pen dans le Figaro aujourd'hui, si celle-ci a raison, le fait que cet homme juif soit entouré de gens qu'elle qualifie de nazis ou pour partie de nazis, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Mais vous savez, vous avez là, nous avons devant nous ce numéro, comment lisez-vous ? Maurice Sachs était un juif et c'était un sale type et c'était un collabo fasciné par les Allemands. Il y a des exemples. Alors ça s'appelle la haine juive de soi, ça s'appelle l'invasion de soi par une passion contraire. Et hélas, la matière humaine est ainsi faite que rien ne prémunit contre le pire. Continuons dans les métamorphoses justement du nom juif. Dans la règle du jeu, vous êtes souvent revenu sur la question israélo-palestinienne. Amos Oz, le grand écrivain israélien, était parmi les fondateurs. Et puis cette semaine, Amnesty International a fait une déclaration estimant que le régime israélien pouvait s'apparenter à un régime d'apartheid. Votre réaction, Bernard-Henri Lévy ? Écoutez, je n'aime pas faire parler les morts, mais il me semble qu'Amos Oz aurait été scandalisé par le rapport d'Amnesty et par la manière dont il est présenté. Parce que dire qu'il faut un acte de séparation, qu'il faut 2 États, et que les Palestiniens, dès lors qu'ils ne seront plus dirigés par des totalitaires comme le Hamas, méritent un État, c'est une chose. Mais dire que l'État démocratique d'Israël est un État fondé sur l'apartheid, c'est une autre chose, et cette autre chose est une infamie. Voilà. Amos Oz, puisque vous le citez, avait écrit un petit livre qui s'appelait « Aidez-nous à divorcer », je crois, ou « Aidez-nous absolument. à nous séparer », voilà, qui était partisan de la solution des 2 États. Ça, c'est la boussole. Mais insulter les Israéliens, défigurer leur démocratie, ça, c'est une mauvaise action. Et je suis accablé qu'Amnesty International trempe là-dedans. Ce que dit le rapport d'Amnesty, comme d'autres ONG, dont une ONG israélienne, c'est que les Arabes israéliens sont victimes de ségrégation et qu'il existe donc une société à 2 vitesses. C'est faux. C'est faux. Les Arabes israéliens ne sont pas ségrégés. Les Arabes israéliens bénéficient de tous les droits citoyens, de tous les droits démocratiques d'Israël. Après, qu'il y ait une lutte de classe en Israël, une lutte des classes en Israël, qu'il y ait des plus riches et des plus pauvres, qu'il y ait des batailles pour le pouvoir, et que les villes arabes d'Israël soient plus souvent que les villes à majorité juive du mauvais côté de la lutte des classes, ça c'est une autre histoire. Mais dire que la démocratie israélienne ne fonctionne pas selon les principes de l'état de droit, c'est faux. Les mêmes droits, les mêmes devoirs pour les citoyens arabes et les citoyens juifs. Ne serait-ce d'ailleurs que le droit, que les représentants à la Knesset, il y a infiniment plus de représentants arabes à la Knesset que de représentants des quartiers difficiles au Parlement français, et ainsi de suite. On ne va pas détailler, mais dire cela, que Israël est fondé sur l'apartheid, c'est dégueulasse.
Bernard-Henri Lévy, si on continue de feuilleter les numéros de la règle du jeu, on voit assez rapidement apparaître dans le numéro de janvier 1991 un article de Mario Vargas Llosa consacré à Popper. Karl Popper, peut-être là aussi en quelques mots, rappeler l'importance de ce philosophe. Ah ben c'est important parce qu'il est un des antidotes à cette espèce de marée noire qui est en train de déferler aujourd'hui. La marée noire du nationalisme, la marée noire des identités, des communautarismes, des identitarismes. Voilà, cette idée de la société ouverte, telle qu'il la défend dans son ouvrage le plus célèbre, et à laquelle Mario Vargas Llosa est fidèle, c'est au fond, ça pourrait être le vaccin contre toutes ces idées que l'on voit se répandre aujourd'hui. Mais alors, précisément, le fait de convoquer Karl Popper, si on essaye de resituer la règle du jeu dans l'évolution des idées en France, si on essaye de resituer vos écrits aussi dans le phénomène qu'on a appelé les nouveaux philosophes, autrement dit, dans une étape de la pensée post-totalitaire, anti-totalitaire, de la gauche, critique de la gauche, on peut dire ça comme ça ? Critique de la gauche et critique de la droite, oui, critique les deux. Moi, j'ai commencé ma carrière de philosophique et j'ai fondé la revue sur l'idée qu'il ne fallait pas être hémiplégique, qu'il fallait compter jusqu'à 2. Et quand il y avait de l'infamie à gauche, il fallait le dire. Et quand il y avait de l'infamie à droite, il fallait le dire. Et quand elles se rejoignaient, il ne fallait pas manquer de le noter. Mais le fait d'entamer donc cette critique-là à gauche a été une question qui, par exemple, a concerné la lutte contre ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme, on ne l'appelait pas encore ainsi à l'époque, et peut-être a contribué aussi à un oubli de la question sociale. Bernard-Henri Lévy. Je crois pas. Je ne crois pas. Alors, la question sociale, la règle du jeu, qui est une petite revue, c'est un laboratoire de pensée, hein, c'est pas un mass média, avec un site qui est plus puissant. Le site quotidien, lui, il s'adresse à plus de gens. Mais enfin, la règle du jeu, c'est pas le lieu où l'on va exprimer les grandes revendications sociales, même si la plupart d'entre nous, ou tous ceux qui font la revue, tous les jeunes gens, d'ailleurs, par parenthèse, qui font la revue, parce que j'ai beaucoup parlé de morts et beaucoup parlé d'anciens, mais enfin, les gens qui font la revue aujourd'hui, c'est des gens très très jeunes. La directrice de la rédaction de la revue est une jeune brésilienne qui s'appelle Maria de França, qui a l'âge d'être ma fille et peut-être encore pire que ma fille, encore plus jeune. Les jeunes gens qui sont autour d'elle, Baptiste Rossi, Nathan Devers, c'est des gens qui ont 20 ans, 25 ans. Donc, pour ces gens-là, les questions que nous abordons depuis un moment, depuis le début de cette émission, elles sont à la fois toujours les mêmes et elles se posent à nouveau frais. Elles se posent c'est la même problématique, mais elles se posent dans une langue nouvelle. Dans le numéro 3, un article de Michel Onfray. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, Bernard-Henri Lévy ? Il s'est passé ce qui se passe dans l'histoire des humains et dans l'histoire des revues, c'est-à-dire qu'on rencontre un jeune écrivain, un jeune philosophe, on le trouve brillant, on est charmé par sa volonté de savoir, on est émerveillé par sa curiosité, on a envie d'accompagner son aventure intellectuelle, et puis un jour il y a une rupture, voilà. Parce qu'on trouve qu'il est devenu con, parce qu'on trouve qu'il a changé. C'est ce qui s'est passé avec Michel Onfray. J'ai aimé ce garçon, je l'ai aimé, je l'ai édité. Il a été, comme Philippe Muret d'ailleurs, il y a eu le comité de rédaction d'une revue... Pourquoi la rupture avec Philippe Muret ? Parce que je crois que le 19e siècle, à travers les âges, est pour vous un livre important. Bien sûr, j'étais, il me semble, un des premiers à le saluer. J'avais salué à l'époque dans l'Observateur son Céline, qui était un livre majeur. Et il a été lui aussi au comité de rédaction longtemps de la règle du jeu. Et puis là aussi, alors la rupture, elle a été... Puis j'ai publié des livres de lui chez Grasset, son Rubens et d'autres. La rupture a été plus lente, ça s'est défait, mais parce qu'on n'est plus d'accord. Vous savez,
Une revue, c'est tellement petit. Je disais tout à l'heure, laboratoire. C'est fait par quelques femmes et quelques hommes. On ne peut pas se permettre d'être sur des planètes opposées. On peut, quand on écrit au Monde ou quand on écrit au Figaro, ça c'est la grandeur de ces journaux, on ne peut pas être d'accord. Quand on est France Culture, on invite des gens de tous horizons. Mais quand on a ce petit espace qu'est une revue, comme la règle du jeu, quand on veut encore la faire vivre, contrairement à ce qui se dit partout, le débat qui s'est sabordé, les temps modernes qui ont disparu, hélas, avec Claude Lanzmann. Quand on veut ça, c'est vrai que on ne peut pas s'accommoder des ambiguïtés. Et quand on n'est plus d'accord, eh ben, il faut s'en aller. Mais la rupture avec Muret, alors je ne sais pas comment l'analyser, peut-être considérez-vous qu'il était trop à droite pour les positions que vous défendiez. Il y a par exemple aujourd'hui Michel Houellebecq en bonne place dans la règle du jeu. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que Houellebecq est probablement plus corrosif encore sur notre société que Muret ne l'a été en son temps? Houellebecq, c'est différent. Houellebecq est un immense romancier qui a le pouvoir de donner non seulement à lire, mais à penser et à vivre notre temps. Et les romanciers, les grands romanciers comme Houellebecq, n'ont pas d'opinion. Honnêtement, moi, quand je lis Houellebecq, contrairement à beaucoup de ceux qui le lisent, je ne sais pas vraiment ce qu'ils pensent. Philippe Muret, c'est autre chose. C'était un immense pamphlétaire. J'ai eu une très grande admiration pour lui. Et puis, un beau jour, il est devenu, c'est pas question de droite, il est devenu en effet extraordinairement réactionnaire. Voilà, c'est-à-dire, dans la règle du jeu, il y a toujours ce pari sur la modernité. Nous n'avons pas fait notre deuil du moderne. Alors, je sais bien que Roland Barthes, il m'est devenu indifférent d'être moderne, c'est vrai, mais pas pour autant le c'était mieux avant, pas pour autant tourner le dos aux expériences les plus neuves de la scène intellectuelle et politique. Tout ça, à la règle du jeu, ça nous passionne. Quand Christine Angot va chaque année au Festival d'Avignon et qu'elle en rapporte un papier fleuve, voilà, ce qui me plaît, c'est ça, c'est qu'elle va saisir dans l'air du temps théâtral la pointe du nouveau. Et ça me passionne. Et Muret, qui aujourd'hui a disparu, dans les dernières années de sa vie, il n'était plus en phase avec cette curiosité insatiable du nouveau que nous avons avec Maria de Fransart, avec Jean-Paul Antoven et toute l'équipe de la revue. Ça veut dire que finalement, vous n'avez jamais été anti-moderne? Non, je n'ai jamais été anti-moderne. Non, je n'ai jamais été anti-moderne. J'admire infiniment Baudelaire, par exemple, qui est l'un des pères de... Voilà, mais par exemple, Baudelaire, qui est revendiqué par les antimodernes, c'est aussi l'inventeur du mot de modernité. C'est aussi l'homme qui, dans ses écrits sur l'art, ou dans ses poèmes en prose, ou dans ses fusées, fait l'éloge du temps qui vient, fait l'éloge de cette pointe vibrante du temps qui mord sur l'avenir. C'est compliqué. Voilà, au fond, si je devais situer la position de ce petit groupe d'écrivains qui, avec moi et un jour après moi, fabrique cette revue, je dirais ça. Ils sont baudelairiens. C'est-à-dire qu'ils sont attachés, bien sûr, à cette grande histoire peuplée de plus de morts que de vivants qui est l'histoire de la littérature, mais ils sont attentifs à cette merveille qu'est la nouveauté et qu'est la modernité. Bernard-Henri Lévy, la règle du jeu, le numéro anniversaire est aujourd'hui disponible. Vous dites qu'il est épuisé, mais j'imagine qu'il sera retiré. Il a été épuisant en 24 heures, mais je crois qu'il arrive lundi en librairie de nouveau et sur les plateformes. Merci.